Travailler en cohérence avec ses valeurs pour être authentique et faire une différence permet de se construire une vie bien remplie et riche de signification. C'est ce dont discutera notre duo de diplômés universitaires au parcours inspirant. Bienvenue à Au-delà du diplôme. Une présentation du Bureau des diplômés de l'Université du Québec à Trois-Rivières, le tout rendu possible grâce à notre partenaire TD Assurance. Le clown humanitaire Guillaume Vermette travaille avec acharnement pour faire une différence positive auprès des plus démunis à travers le monde. Camps de réfugiés, orphelinats et hôpitaux, il se rend là où les besoins sont les plus criants. Véritable artisan de bonheur, il a multiplié les voyages humanitaires dans près de 40 pays et organisé un nombre incalculable de projets. Il a notamment fondé la Caravane Philanthrope afin de former d'autres artistes à réaliser leurs rêves humanitaires. Récipiendaire du prix Coup de cœur du Gala des Pythagores de l'UQTR en 2019 et d'un doctorat honorifique, Guillaume Vermette est diplômé au certificat en psychologie. Si les préoccupations écologiques et climatiques sont relativement nouvelles chez certains dirigeants, ce n'est pas le cas de Philippe Bourque. Ce diplômé du baccalauréat en biologie et de la maîtrise en sciences de l'environnement s'implique depuis près de 30 ans à conscientiser les décideurs pour qu'ils contribuent à un Québec plus vert et plus durable. Que ce soit au sein des organisations environnementales ou du Bureau des audiences publiques sur l'environnement, Philippe Bourque est reconnu pour travailler avec cœur et passion. Son parcours exceptionnel lui a d'ailleurs valu un prix Pythagore de l'UQTR en 2023. Laissons place à nos invités de cet épisode qui nous présenteront leur parcours respectif où prime la cohérence avec les valeurs. Salut Guillaume. Salut Philippe. Je suis vraiment content que tu sois là un matin. Quand j'ai vu ton parcours, je me suis senti tout de suite interpellé. Je me suis... En même temps, je vois qu'on est dans des univers tellement différents, mais en même temps, je vois qu'on a des fibres qui vibrent à la même fréquence. Puis j'ai hâte de t'entendre plus précisément sur ton parcours puis voir comment on peut s'inspirer mutuellement de nos parcours puis de ce qu'on fait puis ce qui nous fait rêver dans la vie. Mais merci, ça me fait plaisir d'entendre ça. C'est un privilège d'être là, c'est un privilège de te rencontrer. Je suis vraiment content. J'ai hâte d'en apprendre plus sur toi. Tu as l'air d'un gars qui est fichtrement impliqué puis cohérent avec ses valeurs depuis longtemps, qui se bat pour l'environnement. Ça me parle beaucoup. C'est une cause qui me tient beaucoup à cœur, que j'ai moins l'occasion dans mon travail de toucher. Mais bref, j'ai hâte de jaser ça. Super. Écoute, on va commencer avec toi. Ouais. C'est un peu particulier. T'as ta propre mission. T'es comme une PME humanitaire en soi. On peut dire ça. Parle-nous donc de ça, justement, cette mission-là qui t'anime. C'est difficile d'expliquer simplement ce que je fais dans la vie. Je porte comme un million de chapeaux, mais j'aime ça me présenter comme un clown humanitaire et ou un entrepreneur de bonheur. En gros, ça fait 18 ans que je fais ça, que j'utilise ce que je sais faire, ce que j'aime faire, qui est le clown, le théâtre clownesque, le cirque, mais aussi l'intervention. J'ai étudié en psychologie, j'ai plusieurs bagages dans le domaine. Puis je mélange ces compétences-là, ces passions-là pour essayer de faire une petite goutte de différence positive dans l'océan de problèmes qu'il y a sur la planète. Ça m'a amené dans plus d'une quarantaine de pays. Je fais ça depuis à peu près 18 ans. Ma réalité a changé plein de fois, mais souvent, j'ai été bénévole. Même il y a eu 5 ans où j'ai été bénévole à temps plein à vivre dans mon sac à dos. Tous les objets matériels que je possédais étaient dans mon sac à dos, entre autres pour des raisons environnementales et de consommation. Ça m'habite beaucoup. Les camps de réfugiés, des orphelinats, des hôpitaux, des CHSLD en itinérance, à essayer de contribuer au bien-être des gens. Oui, je vais distribuer des sourires, des rires, puis du bonheur. C'est ce qu'on associe souvent au clown, mais ça, c'est une stratégie. Le clown, pour moi, c'est juste un outil pour créer un lien rapidement avec les gens. La vraie magie, elle se passe après. C'est de l'estime de soi, de la confiance en soi, de la dignité, de l'amour, de l'espoir, puis les objectifs. La manière de travailler va varier d'un projet à l'autre. Par exemple, des enfants traumatisés par la guerre dans les camps de réfugiés, c'est pas la même réalité que des CHSLD ici au Québec. Puis j'ai fondé en 2019 avec d'autres humains la Caravane Philanthrope parce que je commençais à être épuisé de faire tout ça tout seul. Je me sentais seul, puis on a rassemblé une quarantaine de bizarres comme moi. Puis on est actifs un peu partout sur la planète, dans les camps de réfugiés, puis ici au Québec, enfants vulnérables, etc. C'était ma longue description, en gros, de ce que je fais dans la vie. Oui, vraiment intéressant. Puis j'ai le goût de t'entendre sur
le côté international de ta mission, parce que quelque part, des gens qui ont des problèmes, des difficultés dans la vie, on en a ici. Ouais. Qu'est-ce qui t'attire sur cette volonté-là d'aller à l'extérieur, puis de voyager, puis de visiter plein de choses? Y a-tu un lien entre cette mission-là, puis l'espèce de volonté d'aller le plus loin possible dans la capacité de la déployer? C'est une bonne question, mais je pense que, pour être honnête, il y a une partie que c'est de la passion. La passion des voyages, des êtres humains, de découvrir, d'aventure. Mais là, plus je vieillis, moins je suis dans le voyage. Je voyage plus 10 mois par année comme avant, je suis plus 3 mois par année. Il y a une partie de ça, d'intérêt personnel, que j'adore ça. Mais aussi, il faut être sincère qu'on est vraiment privilégié. On est vraiment privilégié. Oui, on a nos propres problèmes, on a ce que j'oserais appeler même des crises humanitaires chez nous. Moi, j'ose dire que nos CHSLD, c'est une crise humanitaire, notamment. Mais à l'international, les injustices que je vois, les conditions inhumaines que je vois, par exemple, j'arrive d'Ukraine et de Jordanie, c'est 2 voyages que j'ai enfilés un après l'autre, mais en Jordanie, les camps de réfugiés que je viens de voir qui m'habitent encore, les images me hantent. Ça n'a pas de maudit bon sens. Ça n'a pas de maudit bon sens que des humains, que des enfants qui n'ont jamais rien demandé vivent dans ces conditions-là. Non seulement ils vivent dans ces conditions-là, mais sont nés dans ces conditions-là. C'est de l'esclavage. Littéralement, c'est de l'esclavage. Et ils manquent de ressources, ils n'ont pas d'éducation, ils n'ont pas d'avenir, il n'y a pas d'espoir. C'est terrible. C'est terrible. Il n'y a personne qui est au courant. Il n'y a personne qui fait rien. Fait que je me sens, on dirait, un devoir de faire mon petit bout là-dedans. Puis, ça me rend vraiment heureux. ça me rend heureux. Je vois des choses difficiles, mais ça a l'air niaiseux parce que c'est difficile, mais ça me donne du sens à ma vie. Je m'épanouis là-dedans, puis j'ai l'impression de faire une différence positive, puis j'adore ça. C'est là qu'on se rejoint, on reviendra tantôt. Ouais. Je pense que l'idée d'avoir du sens dans ce qu'on fait, à quelque part, c'est notre nourriture, puis indépendamment des difficultés qu'on vit. Tu as parlé tantôt dans la première partie de difficultés de financement. Tu as parlé de la caravane pour ça, mais c'est un peu quelqu'un qui se dit moi, je me lance là-dedans, puis je vais vivre de ça. Là. Ça doit pas être évident. Là, je veux dire, trouver une façon de financer d'abord. Je veux dire, il y a des coûts autour de ça, mais toi-même, tu as besoin de vivre, de manger, de réussir dans ta vie. Tu fais ça comment? Ça doit être un défi quand même important. C'est un beau défi. Il n'y a pas vraiment de subvention pour l'humanitaire. C'est très rare. Il peut y avoir des dons. Il y a plein de manières de faire. Ou de l'autofinancement, ça serait vendre des services, puis les profits vont au projet humanitaire, par exemple, des conférences que je vais donner dans des écoles et des universités, etc. Mais sincèrement, quand j'ai été bénévole à temps plein pendant 5 ans, c'était un choix. J'étais pas obligé. Ouais. C'était un choix, puis c'était trop. C'était intense, là. Quand j'y repense aujourd'hui, la raison du pourquoi, c'est parce que je suis fâché. Je suis fâché. Je suis fâché après notre société, qui est trop souvent violente envers plein d'individus, de groupes d'individus. Puis quand je réfléchis, j'essaie d'aller à la racine du problème. Pourquoi il y a autant de violence? C'est quoi qui est la racine de ça? Puis j'ai l'impression que ma réflexion m'amène souvent à la même conclusion. Le capitalisme. Je suis fâché, j'aime pas le capitalisme, je suis fâché, et donc je suis fâché contre l'argent. Je déteste l'argent depuis longtemps, pour plein de raisons, entre autres ces raisons-là, et je suis devenu résistant face à la consommation, face à l'argent, ce qui m'a amené à vivre dans mon sac à dos pendant 5 ans. C'est comme si j'avais de quoi me prouver. Je n'ai pas besoin d'argent pour être heureux, puis à me prouver à moi et aux autres, et ça a fonctionné dans un sens parce que j'étais vraiment épanoui. J'étais vraiment heureux pendant ces 5 ans-là, puis ça m'a remis en perspective que tu n'as pas besoin de grand-chose pour être heureux. Grand-chose de matériel. Mm-hmm. Que là, ça va avoir l'air peut-être un peu cliché ou quétaine, mais je trouve qu'on passe trop de temps à aimer les objets et utiliser des humains et pas assez de temps à aimer les humains et utiliser des objets. Un objet ne devrait pas être aimé, à mon avis, c'est tellement bizarre. Fait que je t'ai plus parlé là, de ma relation avec l'argent que les difficultés de financement, mais c'est excessivement difficile de financer de l'humanitaire. Il n'y a pas beaucoup d'argent là-dedans. Il faut vraiment que tu le fasses pour le plaisir ou la vocation. Oui, bien en soi. Puis je veux dire, on regarde, tantôt j'entendais une entrevue sur le financement des groupes communautaires. Moi, j'ai été dans ce milieu-là longtemps. Ça reste toujours très difficile. Là. On est toujours en train d'avoir l'air de quémander alors qu'on mène une mission. Je trouve ça intéressant de te parler de ton défi par rapport à l'argent, mais à quelque part, tu le fais, pour essayer de prouver quelque chose, mais en même temps, il y a de la cohérence que tu recherches, j'imagine, là-dedans aussi, hein? Ah, c'est tellement important pour moi, la cohérence. J'essaie de m'appliquer au quotidien que les mots que j'utilise, les émotions que je vis,
Et ce qui se passe dans ma tête, ça soit cohérent. Et je réussis pas toujours. Je réussis pas toujours, mais je travaille fort à aller dans ce sens-là. Puis, tu sais, les gens ne savent pas très bien c'est quoi du clown dans la vie. Les gens pensent que du clown, souvent, c'est quelqu'un avec un costume plein de couleurs, avec un gros nez rouge, puis un point, puis qui lance des tartes à la crème d'en face, là. Mais c'est une forme de théâtre qui est hyper difficile, qui est souvent présentée comme la plus difficile ou la plus pure des formes de théâtre. Et l'authenticité et la vulnérabilité est au centre de cette forme de théâtre-là. Fait que quand tu vas à l'école de clown, quand tu apprends à être clown, tu apprends à te connaître toi dans tes défauts, à accepter tes défauts, à aimer tes défauts pour les partager avec le public pour qu'ils en rient avec toi et non pas rire de toi. En clown, on veut pas être drôle, on veut être attachant, on veut créer un lien avec les gens. Donc, ça force à une certaine, je pense, authenticité ou cohérence, ou du moins, ça fait des gens qui ont peut-être... qui se font un peu moins d'accroire. Les clowns, souvent. Puis c'est surtout thérapeutique, parce qu'on appelle ça du clown thérapeutique souvent, mais c'est surtout thérapeutique pour moi. Ça me fait du bien de devenir clown. J'ai l'impression d'avoir des relations humaines plus vraies, plus cohérentes. Ouais, écoute, vraiment fascinant, ton parcours. Merci infiniment. Philippe, j'ai lu ton pedigree, j'ai regardé ton CV. Tu as l'air d'avoir fait tellement d'affaires, d'être un monsieur vraiment impressionnant, impliqué pour l'environnement, pour la science. Je suis fasciné, mais il y a plein de gens qui ne savent pas. J'ai envie de t'entendre premièrement. Explique-nous, t'es qui, t'es quoi, qu'est-ce que tu fais depuis tes études ici à l'UQTR? Ouais. Ben écoute, moi, j'étais un Trépluviens d'origine. Okay. J'avais quitté la région là, au moment où il fallait choisir mon parcours universitaire, puis je sentais l'appel des racines. Là. Je voulais revenir dans mon coin. J'étais vraiment passionné par ça. Puis en même temps, je venais de découvrir sur la fin de mon parcours au cégep là, que les sciences puis la biologie, c'était des choses qui me trippaient. J'ai toujours été un gars de nature aussi. Fait que là, un fit parfait. J'ai dit, tiens, je m'en vais étudier en écologie à Trois-Rivières. Puis j'étais avec ma conjointe à ce moment-là, puis elle est venue étudier en mathématiques. Bref, on est venu partir notre parcours de vie à ce moment-là. Puis, écoute, j'ai été charmé. J'ai beaucoup aimé mon parcours au baccalauréat, un groupe super le fun. J'ai été attiré par la maîtrise. Je me rappelle d'un prof qui me disait, si vous voulez juste un bac, vous allez avoir une petite brouette de dollars. Mais si vous prenez une maîtrise, vous allez avoir une grosse brouette de dollars. Moi non plus, les dollars, c'était pas quelque chose qui m'attirait dans la vie. OK. Mais c'est plutôt une conjoncture au milieu des années 90. Le milieu de l'emploi était à des années-lumière de ce qu'on vit aujourd'hui. Là. À ce moment-là, c'était de la pénurie de travail. Aujourd'hui, c'est de la pénurie d'employés. Donc, j'ai dit, regarde, tant qu'à pas trouver de travail, je vais faire une maîtrise. Puis là, j'étais en sciences d'environnement. Il y avait déjà sciences d'environnement dans les années 90? Oui. Puis c'était un peu particulier parce qu'ici, à l'UQTR, ils voulaient une maîtrise scientifique en écologie, mais c'était pas permis. Fait que c'était un peu, ils ont déjoué un peu les règles en disant, bon, on va faire une maîtrise en sciences d'environnement. Donc, on avait... Ma recherche était en biologie. Là. C'était la truite mouchetée. J'ai étudié la truite mouchetée à la réserve faunique Mastiga. J'ai eu beaucoup de plaisir, mais les cours étaient en environnement et ces cours-là ont été un déclencheur. Ouais. Parce que ça a été des cours qui m'ont éveillé aux grandes problématiques environnementales, qui m'ont montré l'importance. On dirait que c'est comme si, justement, là, pour les premières fois, je sentais s'aligner mes valeurs avec mon parcours. À une époque, c'était pas hyper populaire. Exactement. Comme cause, comme valeur. Oui, mais c'était, tu sais, dans le fond, c'était... Moi, j'ai toujours été animé par l'aide au prochain. Tu sais, dans la Bible, on dit « aime ton prochain comme toi-même ». Les Autochtones, eux autres, ils disent il faut penser 7 générations avant. Okay. Quand on fait un geste, il faut toujours se poser la question quel impact ça va avoir dans 7 générations. Puis le développement durable, c'est ça. C'est se préoccuper de comment on gère nos ressources aujourd'hui pour s'assurer que les générations futures vont en avoir. Donc ça, c'était mon alignement. Moi, ça a toujours été ça. De dire comment on devrait se gouverner pour faire en sorte qu'on préserve la planète, la nature. Mais cette préoccupation-là, ce désir de changer les choses pour les générations futures, je la respecte énormément. Juste de me mettre à ta place, de vouloir faire ça, de me projeter dans ma réalité humanitaire, de vouloir changer les choses pour les générations futures, ça voudrait dire d'arrêter les guerres. Juste d'y penser, ça m'épuise. Je sais pas comment faire. J'ai un immense respect, t'es dans le macro, à essayer de changer la société. Dis-moi si je me trompe, mais une grosse partie de ta carrière, ou peut-être même, si on pouvait résumer ta carrière, c'est d'essayer d'influencer les décideurs à faire des changements majeurs pour l'environnement.
Exact, parce que, évidemment, quand on regarde comment les choses bougent, on peut se dire... Puis aujourd'hui, peut-être que mon opinion serait différente, mais à l'époque, on se dit, si je prends mes efforts pour essayer de changer chacun à tour de rôle, alors que le besoin est tellement grand de transformation, on se dit, il vaut mieux aller sur ce qui est structurant. Donc, une politique publique qui, au lieu de favoriser le gaspillage, va encourager la préservation des ressources, puis qui va impliquer après ça des choix, des lois, qui va, à ce moment-là, va avoir un énorme impact. Oui. Je vais plutôt travailler en ce sens-là, en espérant que ces grandes transformations-là vont amener des changements. Donc, c'est un peu la logique c'est de l'efficience ou même de la paresse, à rigueur, on pourrait dire. Je vais commencer par les choses qui vont faire le plus d'impact. Donc, on changement système. Exactement. Tu as fait ça pendant 30 ans. Oui, exactement. Puis là, ça fait 30 ans? Non, écoute, j'ai commencé, c'est ça. Comment on se sent après 30 ans de ça? Écoute... On a-tu encore espoir? C'est drôle, j'en parlais avec ma femme pas plus tard il y a quelques jours. Puis elle me disait, toi, t'es un optimiste. Ouais. Puis des fois, ça te nuit, tu sais, parce que j'ai toujours tendance à dire, mais on a peut-être juste... On a pogné ce frein-là, mais peut-être que si on apprend à gérer, on va réussir. Puis des fois, il faut garder le plan B, là. Puis c'est vrai que c'est dur parce que on fait des fois des gains qui sont importants pour nous. Puis tu sais, quand tu dis on s'investit là-dedans, puis on se dit, là, moi, ça me fait du bien. Ouais. Si j'obtiens ça, là, ça va me faire du bien. Même si des fois, ça-là, il n'est pas suffisant finalement pour changer les choses. Puis là, le lendemain, tu apprends une nouvelle qui t'apprend qu'on est en train de reculer. Oui, c'est difficile parce que à la fois, ça nous nourrit, mais en même temps, ça crée des frustrations. On vit dans ce binôme-là tout le temps, là, c'est-à-dire l'action, le désir de faire changer les choses, lui, il nourrit notre motivation, mais on est constamment confronté aussi. C'est le même genre de frustration que tu vis, là, ou de déception, parce que tu te dis, mais aidez-moi. Il n'y a pas de fin à vouloir changer le monde. Non. Tu sais, puis je te regarde, pendant que tu fais ça, tu as des étoiles dans les yeux, tu as l'air encore optimiste puis plein d'espoir en restant réaliste. Moi, j'ai une énorme admiration pour ça, puis une chance que des gens comme toi qui le font. J'ai envie de te dire un gros merci. Mais en même temps, tu dis, il n'y a pas de fin. Il y en a peut-être une sur... Parce que, faut se mettre notre propre fin. D'abord, on a toujours une fin, mais je ne rappelle plus qui avait fait cette citation-là, mais il disait, avant, j'étais intelligent, je voulais changer le monde. Aujourd'hui, je suis sage, je vais me changer moi-même. À un moment donné, il faut aussi voir que peut-être qu'il faut changer nos perspectives. Ça ne veut pas dire que parce qu'on veut changer le monde, c'est nécessairement on emploie de la bonne façon puis dans le bon sens. Peut-être qu'on peut changer nos perspectives puis ce qu'on a appris, le mettre au service de notre cause ou de quelque chose qui va être plus contemporain. Moi, je suis rendu là dans mes grandes réflexions aussi. T'es rendu là après temps? J'ai réfléchi. Okay. Parce qu'à quelque part, il y a un essoufflement, c'est sûr. Là, parce que... on voit que les choses, globalement, on s'entend qu'on n'est pas en train de s'améliorer. Donc, en fait, on essaie de voir la patinoire sur laquelle on peut avoir de l'influence. Elle est où maintenant? Est-ce que tu penses que, parce que tu as travaillé beaucoup dans le macro, est-ce que tu penses que la solution elle commence par le macro ou par le micro? Ou est-ce que ton objectif, c'est d'amener le macro dans le micro, que les gens changent leur habitude au quotidien? Okay. Écoute, moi, comme je te dis, c'est des choses qui évoluent pour moi. Je pense que les deux sont nécessaires. C'est pas pour rien qu'il y a des gens dans tous les univers qu'il faut qu'ils agissent. Moi, je pense qu'il faut surtout aller vers l'humain. Parce qu'on a tendance à vouloir changer les systèmes, avoir des nouvelles technologies, se lancer dans des grands travaux. Puis à la fin, tu l'as dit toi-même, là, c'est l'humain qui on veut comprendre sont où les raisons qui sont les racines de tous ces problèmes-là. Puis finalement, c'est comme ça qu'on connecte aussi finalement avec les gens puis qu'on apprend dans des dialogues avec les personnes en CHSLD, avec un autochtone qui est un chasseur-cueilleur sur son territoire puis qu'on pense que c'est pas vraiment important ce qu'il y a peut-être à nous dire, mais finalement, c'est peut-être là que la vérité ou en tout cas des bonnes réponses se trouvent. Ça doit être difficile ou confrontant en tant que scientifique par moment, parce que je suppose qu'à l'école, à l'université, un scientifique, ça apprend à réfléchir, ça apprend à faire des recherches. Est-ce que ça apprend à connecter avec les humains? Non, c'est nouveau. Là. Dans les sciences sociales, oui, mais dans les sciences pures, comme moi j'ai vu, effectivement, ça c'est un défi que j'ai appris au fil du temps, c'est que je suis dans un univers de gens rationnels,
de gens qui, je vais t'expliquer, tu vas comprendre et tu vas changer. J'ai raison, il faut que tu m'écoutes. Et là, il faut complètement dire, comment je t'ai parlé de connexion. Hein? Le clown, il connecte. Oui. Ben, c'est la même chose. Tu connectes avec la personne, apprends qui elle est, c'est quoi ses besoins, ses désirs, ses motivations. Puis là, après ça, va trouver à travers ça les paroles qui vont l'amener vers comment transmettre toute cette connaissance-là, cette Exactement. expertise-là, ces solutions-là Voilà. aux individus pour qui veulent l'intégrer, l'habiter, le faire vivre en société. Exactement. Ben, qui partagent minimalement pourquoi toi, ça t'anime autant, ce désir de changement-là, qui peuvent comprendre un peu. Puis après ça, tu sais, pas là pour le manipuler non plus. Il faut faire attention. Mais après ça, peut-être que... Non, mais ce que je veux dire, c'est... Je comprends pas. C'est pas dans du marketing. Influencer. Exactement. C'est ça. Donc, on veut quand même... Mais puis c'est là que la sagesse dont je parlais tantôt vient. C'est-à-dire que des fois, on est convaincu que la meilleure stratégie, c'est par exemple d'organiser une marche ou de faire un sit-in Puis finalement, peut-être que la meilleure stratégie est ailleurs ou elle est multiple, puis il faut ajuster nos angles d'attaque, là. Mais je reviens à ça, tu sais, moi, je me dis, je veux changer l'humain malgré l'humain. Malgré l'humain. Puis en étant humain. Tu sais, c'est un peu ça. Maintenant, on arrive avec une équation où il faut essayer de se mettre dans cette posture-là. Ça me fait vraiment du bien de t'entendre, puis je trouve ça vraiment inspirant, puis je fais ça reflète plein de mes combats personnels. Merci beaucoup d'être ici et de partager tout ça. Super. Quelle belle chimie entre nos deux invités qui se rencontrent pour la première fois sur le plateau du balado Au-delà du diplôme. Prenons maintenant une courte pause pour une capsule de notre partenaire TD Assurance qui nous indique comment gagner du temps avec l'application et au retour, on discute de l'importance d'être en cohérence avec ses valeurs profondes, une des clés du succès et du bonheur. TD Assurance sait que vous êtes occupé et la dernière chose dont vous voulez vous soucier est la gestion de votre assurance. C'est pourquoi l'appli mobile TD Assurance est conçue pour vous aider à combler vos besoins d'assurance rapidement et facilement. Avec l'appli TD Assurance, vous pouvez gérer vos polices, consulter vos factures et vos couvertures. Téléchargez votre certificat d'assurance et ajoutez-le à votre portefeuille électronique. Vous pouvez également obtenir des conseils et des notifications, dont des alertes météo. De plus, vous pouvez soumettre une réclamation en temps réel. Explorez toutes les fonctions de l'appli TD Assurance dès aujourd'hui et facilitez-vous la vie. L'appli TD Assurance est disponible sur l'App Store et Google Play. Pour connaître tous les produits offerts par TD Assurance ou pour compléter une soumission en ligne, visitez le www.tdassurance.com/UQTR et profitez des avantages du programme TD Assurance Meloche Monex offert aux diplômés, étudiants et employés de l'UQTR. De retour au balado Au-delà du diplôme avec Guillaume Vermette, clown humanitaire, ainsi que Philippe Bourque, directeur activation et intégration du développement durable chez Hydro-Québec. Écoute, tantôt, tu as parlé de l'importance que ce que tu fais, ça ait un sens, ça donne un sens à ta vie. Tout à fait. Donc, visiblement, pour toi, là, d'être aligné avec tes valeurs, avec ce qui te motive, c'est important. Ça t'est déjà arrivé d'être à côté de ça, de te sentir ou de douter? Oui. Oui, souvent, je pense que d'apprendre à bien faire de l'humanitaire de manière éthique et responsable, c'est un sujet très compliqué, avec beaucoup d'enjeux qui j'ai appris à travers des erreurs, entre autres, en côtoyant des organismes humanitaires qui font mal leur travail. Donc, en fait, est-ce que c'est en cohérence avec les valeurs? Parce que les intentions sont bonnes, mais des fois, les conséquences sont mauvaises de l'humanitaire. Il y a une façon de le faire. Tu sais, on parle du complexe du sauveur blanc. On a l'impression qu'on va aider les gens, qu'on va sauver les gens, mais de manière un peu simpliste, souvent, c'est nous-mêmes qu'on va sauver dans ce métier-là. On va chercher quelque chose pour nous, puis je pense que c'est la première étape, c'est pour être éthique, puis en cohérence avec mes valeurs, c'est d'en prendre conscience que tu ne changes pas le monde. Tu ne sauves pas les enfants. Tu le fais parce que tu aimes ça. Tu le fais parce que ça fait du sens et qu'il y a une façon de bien le faire. T'es pas meilleur. T'es pas meilleur.
que les gens que tu vas rencontrer, c'est quoi, tu es à la même hauteur. Puis moi, ma job en tant que clown, c'est même d'être inférieur à eux. C'est le pouvoir du clown, c'est d'avoir aucune crédibilité, d'être au service de l'autre. Ouais. Je pense que j'ai été en cohérence avec mes valeurs. Je pense que ça serait ça ma réponse, mais j'ai participé à des projets qui m'ont fait faire par moment. Et ça, ce qui se passe en ce moment dans le groupe, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que c'est la bonne affaire. Je suis pas sûr que c'est la chose éthique. Puis ça m'a inspiré à faire mes propres projets pour être en cohérence avec mes valeurs. Sinon, un côté plus difficile pour moi d'être en cohérence avec mes valeurs, ça a été d'apprendre à naviguer avec le côté de personnalité publique. C'est des sujets très importants, justement, à mon cœur. C'est des sujets cruciaux. On parle de vie humaine, on parle de population réfugiée, on parle de guerre, on parle de vie d'enfants. Puis, tu te fais pitcher à la radio, tu as 5 minutes pour en parler. D'une manière qui est souvent simpliste, qui est souvent sensationnaliste. Je me suis senti utilisé par moments. Je me suis senti comme de feel good news, comme le clown, il est là pour rire après. En plus, c'est comme si on va aborder un sujet dur, mais sous l'angle de la bonhomie. Ben, c'est cute. Tu sais, c'est comme, on a un gentil garçon cute de chez nous qui va aider les enfants ailleurs dans le monde, mais c'est toujours présenté de manière, toujours, nécessairement, même si tu es le meilleur journaliste du monde, le meilleur média du monde, que tu le fais de manière rigoureuse, c'est toujours nécessairement un aperçu de la vérité. C'est toujours nécessairement, même si tu es super bon, simpliste. Puis j'ai été fâché contre les médias pendant longtemps parce que j'avais l'impression d'être pas en cohérence avec mes valeurs. Mais j'ai appris à lâcher prise, à faire, je peux pas changer le monde, je peux pas tout changer, je peux pas changer le système, je peux pas entre autres changer notre système médiatique. Ouais. Puis c'est un privilège immense que je peux pas prendre pour acquis, qui est peut-être éphémère d'être invité dans les médias, d'apprendre à l'utiliser en restant cohérent avec moi-même, de me battre contre ce qu'ils veulent que je dise pour avoir plus de vues, pour avoir plus d'argent, pour avoir plus de clics, pour rester intègre avec ce qui se passe pour vrai. Et c'est pas toujours simple. Je pense que c'est ça. Le bout de personnalité publique est plus confrontant pour mes valeurs que le travail que je fais sur le terrain. Vraiment intéressant. Ouais. Je vois, j'entends que quand tu sens que tes valeurs sont secouées, ça t'a parlé de colère, de frustration. Oui. Non, mais c'est correct. Ça vient. Oui. Moi, c'est ce que je retiens beaucoup. Quand on est aligné dans nos valeurs, justement, le fait de ne pas l'être, forcément, ça crée une réaction un peu épidermique. Là. Tu sais, ça secoue. Moi, j'avais un coach qui me disait que quand on est en... puis moi, je fais de la musique, je chante, puis tout ça. Fait qu'il avait utilisé une analogie. Quand tu es en cohérence avec tes valeurs, tu es en résonance. Oui. OK? Ça résonne. Puis quand tu ne l'es pas, tu es en dissonance. Là, ça fausse. C'est des fausses notes. Puis là, tu sais, une fausse note, qu'est-ce que ça fait? Là? Tu sais, on n'aime pas ça, on veut fuir, on n'est pas bien là-dedans. Fait que je trouve que c'est une belle image pour montrer ce que ça provoque, là, ce sentiment-là de ne pas être connecté. Moi, je me dirais, je me sens comme en paix avec moi-même dans ce temps-là. Je me sens que je fais la bonne chose, puis tout devient plus agréable, plus simple. Mais j'ai envie de te relancer la question de toi. Tu as quand même 30 ans là, à te battre pour l'environnement. Personne n'est parfait. Non, personne n'est parfait. Est-ce que tu as l'impression que pendant 30 ans, tu as été en cohérence tout le temps à 100% avec tes valeurs? Y a-tu des choses? C'est sûr que non. Okay. C'est sûr que, en tout cas, ça crée du tourment. OK. Hein? Ça nous, on se questionne continuellement. Ouais. On le voit, là, c'est arrivé, c'est peut-être anecdotique, mais bon. Le ministre de l'Environnement, il y a un gros véhicule de sport utilitaire. Tu sais, on a une obligation quand tu défends une cause comme celle-là d'être exemplaire, d'être comme pur. Bien ça, dans le domaine de l'environnement, dans l'image, ça veut dire que là, il faudrait que, puisque je demande aux gens de réduire leur empreinte sur l'environnement, il faudrait que mon empreinte à moi soit exemplaire. Donc, j'ai pas le droit, tu sais, il ne faudrait pas que je sois pris en train de, justement, d'aller en bateau sur l'eau à moteur, tu sais, parce que là, écoute... c'est un écologiste, puis blablabla. Ça doit être lourd à porter, des fois. Oui, c'est ça. Fait qu'il faut trouver un espace. Okay. C'est exactement le genre de choses que toi aussi, tu as vécu par rapport à dire, mais en même temps, c'est ça qui va nourrir le financement pour que je puisse agir. Fait que jusqu'où je suis prête à... c'est un peu la même chose. On se questionne sur ça. Là, à un moment donné... Puis là, effectivement, en tout cas, moi, j'ai vécu une crise où, justement, tu te dis, là, t'as peu, là, tu portes pas le monde entier sur tes épaules. Là, je veux dire, même si toi, tu as une empreinte nulle, là, mettons, là, tu n'as aucun impact sur l'environnement, c'est pas ça qui va faire que ça va aller mieux sur la planète en ce moment. Il faut que tu trouves ta bonne zone, tu sais, dans quelque part, être une forme d'exemplarité, mais en même temps,
on vit dans un univers où il y a quand même des impacts là, sur nos choix et sur ce qu'on fait. Ça m'est arrivé aussi à un moment où j'ai été dans le communautaire longtemps. Le financement, j'ai vécu toutes ces difficultés-là, de toujours être en train de justifier le besoin d'argent. Donc, des salaires relativement modestes. J'avais une famille, 3 enfants. Donc, à un moment donné, tu cherches, tu dis là, je vais essayer de trouver autre chose. Puis, j'avais fait j'ai été même engagé par une association industrielle. Puis, le lendemain, je pleurais dans mon lit. je t'ai dit, ben non, c'est comme si là, c'était la zone entre OK, j'ai vraiment besoin de trouver un meilleur environnement pour ma famille, mais là c'est pas au prix de ça. Comme 2 valeurs différentes qui est en fait que le lundi, j'ai rappelé, j'ai dit, j'apprends pas finalement l'emploi. Bon, peut-être qu'il y avait d'autres raisons qui faisaient qu'à ce moment-là, j'étais... Le regrettes-tu? Ah non. Non. Puis ça m'a libéré sur le coup. Après ça, tu te dis, mais ça m'a questionné longtemps, là. Mais j'aime ça que tu dises ça parce que je sais pas si toi tu te fais dire ça, mais je me fais souvent dire que hey, bravo, merci de ce que tu fais, c'est un gros sacrifice. Voyons, c'est un sacrifice, c'est le contraire. Ben oui. C'est une libération. Exact. Puis tu le nommes de même. Oui, je me sens moins seul. Non, effectivement, parce qu'à quelque part, c'est un espace qu'on trouve. Puis tu sais, tu as parlé des besoins. Puis moi aussi, dans le fond, à quelque part, j'ai pas de grands besoins matériels. Puis je te rejoins beaucoup dans ce que tu disais tantôt par rapport à la possession. Tu sais. Ouais. La grande problématique environnementale, c'est le désir de posséder des choses. Oui. Ça reste que c'est ça. Donc, quand je te disais qu'il faut travailler sur l'humain, là, c'est que tant qu'on n'aura pas trouvé une façon de faire en sorte que les gens s'épanouissent autrement que en possédant et en montrant... S'épanouissent vraiment, là, tu tombes dans mon... Non, mais c'est le désir. En tout cas, c'est le plaisir versus bonheur. Exactement. Je pense qu'on est à la même place. Instantané. C'est ça. Tant que l'être humain va être poussé à s'assouvir ses besoins, sa perception que son besoin va être comblé par la possession de biens matériels. On est dépendant. On est dépendant de ça. Quand je te parlais de malgré l'humain, c'est ça. Là, l'humain, c'est toutes sortes de raisons. Le cerveau reptilien, il y a toutes sortes de raisons qui font qu'on veut posséder, mais ça fait qu'on veut des ressources qu'on veut consommer. Il n'y a pas de fin. La croissance éternelle, il faut décroissance. C'est ça. Fait que la réalité du problème, elle est humaine. Tout à fait. Et là, fait que dans le fond... La solution aussi? Oui. C'est ça. Donc, mais en même temps, Puis je rejoins ce que tu as dit tantôt par rapport aux médias. Ça, c'est une des grandes frustrations que j'ai eues moi aussi. Parce que j'étais pas quelqu'un... J'étais en environnement, mais j'ai jamais été dans le sensationnalisme, justement, ou le militantisme. Il y en a qui le font très, très bien. Donc, le clip là, qui dit le ministre, c'est un ci et ça, puis qui passe bien, puis que ça roule, puis on te réinvite parce qu'il aime ça. Moi, je voulais avoir du temps pour expliquer les nuances. Écoute, c'est sensible. Puis bon, c'est pas intéressant. C'est un privilège que tu fasses donner 5-10 minutes, d'essayer de trouver les bons mots, en moins de temps possible, essayer de passer un message ou une valeur. Ouais. Mais on veut tellement... job. Oui, c'est ça. On veut tellement tout faire, puis on n'est pas patient parce qu'on se dit c'est mon occasion. Ouais, on voudrait changer le monde. Exact. Hey, mais merci beaucoup. Merci à toi aussi. Ça a été un plaisir d'apprendre à te connaître. C'est vraiment une belle rencontre. Ouais. C'est génial. Ouais, vraiment cool. Yeah! Philippe, ça fait combien de temps tes études à l'UQTR, puis qu'est-ce qui t'a marqué le plus de tout ça? Qu'est-ce que tu te rappelles ou qui t'a servi peut-être en carrière de tout ça? Je suis curieux. Écoute, moi, j'ai commencé en 90. Okay. Donc, le début des années 90, j'ai terminé ma maîtrise en 96. Je dirais qu'il y a quelque chose qui a été j'aime pas le terme anglais, un game changer quand même, là, qui a été marquant, puis je m'en rends compte aujourd'hui à quel point il était important dans ma carrière. Mais avant l'université, pour m'exprimer en public, là, j'étais zéro. T'es bon? T'as appris? Ben, j'ai appris. En fait, mais ça s'est passé parce que mon directeur de maîtrise a insisté pour que j'aille expliquer mon projet de maîtrise, puis devant des publics, etc. Il m'a fait confiance, mais il m'a poussé vraiment là, au bout. Puis grâce à ça, justement, j'ai développé, j'ai fait un peu sortir la gêne, puis là, j'étais allé chercher les capacités que j'avais, puis c'est tellement important dans le métier que j'ai, d'influenceur, de leader.
Puis justement, il y avait une citation d'Obama qui disait que la capacité de s'exprimer en public, il y a un pouvoir d'influence énorme. Là. Quand tu as l'occasion de le faire, puis tu peux justement avoir toute la confiance pour passer des messages, tu as une capacité de transformation inouïe. Bon, évidemment, lui, il maîtrisait très, très bien les choses, mais je pense que c'est en ce sens-là que je suis reconnaissant là, de cette étape-là de mes études qui ont été déterminants pour me donner cet outil-là que j'ai aujourd'hui. Ça nous ramène à notre conversation de tantôt, on dirait de passer du macro au micro, comme si... Est-ce que c'est ça que la science a besoin? Un peu plus de compétences de communication, Absolument. peut-être? Oui, parce que le rapprochement entre on dit le terrain puis la science, là, c'est un défi depuis toujours. Ouais. Les cerveaux des scientifiques qui sont conçus d'une manière... Autre chose, et tant mieux, là, ils sont des experts. On a besoin de ça, sinon les découvertes seraient peut-être arrivées, mais l'espace de dialogue entre les deux, il y a des gens... Puis là, on a perdu un formidable vulgarisateur scientifique récemment, Hubert Reeves, qui justement était capable de justement... Lui, il y avait les deux. Ah, il y avait les deux. Ouais. Et on voyait quel être ça faisait, puis comment il a réussi à faire des connexions uniques. Je lui rends hommage parce que, bon, il vient de nous quitter, mais c'est un bel exemple de rapprochement. Ben, toi aussi. Oui. T'es trop humble pour le dire. Ouais, mais... peut-être, c'est sûr. Puis toi, qu'est-ce qui a été déterminant dans ton parcours psychologie? Oui. Clown? Ben, j'ai étudié en psychologie, je pense que j'ai arrêté en 2010, si je me rappelle bien. Moi, mon projet à la base, même parce que je pensais que j'étais un génie, là, j'étais prétentieux, je pensais que j'avais inventé ça, le clown humanitaire. Ça n'existait pas avant moi, mais j'ai découvert qu'il y en avait d'autres. Mais le modèle que je m'étais fait en tête, c'est « Hey, je vais faire un métier un peu plus conventionnel, qui me ressemble, qui est près des humains, je vais aider les gens, je vais être psychologue. Puis je vais faire un salaire intéressant, ou peut-être 6 mois par année. Psychologue. L'autre 6 mois, je pars en voyage humanitaire bénévolement. » C'était l'idée que j'avais en tête quand j'étudiais en psychologie ici. Puis après, je crois, 2 ans et demi à peu près en psychologie, j'étais plus capable de conjuguer les deux. J'étais plus capable, tu sais, les études... Tu as commencé pendant que tu étais aux études? Oh, moi, j'étais déjà clown. J'étais à l'école... Attends, j'étais en psychologie, j'étais à l'école de clown, j'avais mon entreprise, c'était pas encore un organisme, mon entreprise de clown, et je faisais des projets de clown humanitaire. C'est comme, c'est trop, il fallait que je fasse des choix, je peux plus conjuguer ma vie de clown et ma vie de futur psychologue. J'ai choisi le clown humanitaire, qui est ma vocation. Mais je suis content d'avoir pris le temps de faire quelques années en psychologie parce que ces connaissances, ces compétences-là, il m'en aurait fallu plus pour vraiment faire des psychothérapies, etc. Mais ça m'a amené une sensibilité et une compréhension de certains enjeux psychologiques, of course, cognitifs. Je comprends mieux certains enfants, ou c'est pas juste des enfants, des adultes, des personnes âgées qui ont des pertes neurocognitives, par exemple, ou qui peuvent avoir certains diagnostics de santé mentale. Ça m'aide beaucoup à créer un lien. Je suis vraiment content. Puis une autre affaire que je ne soupçonnais pas et que je réalise de plus en plus en vieillissant, c'est tellement précieux de côtoyer au quotidien plein de futurs professionnels dans plein de domaines. Le réseau de contacts me sert encore aujourd'hui, des années plus tard. Puis c'est pas un réseau qui est fait de manière forcée comme à faire du PR, c'était mes amis. Je rencontrais plein de gens, je martelais déjà mon message de clown humanitaire, j'étais fatigant. Ça restait dans la tête des gens. Fait que des gens que j'ai connus à l'EQTR il y a des années, ils pensent encore à moi, ça devient des partenaires, ça devient des donateurs pour des projets. Au début, c'était des clients. Parce que quand tu es un artiste, j'étais pas juste clown humanitaire, j'étais clown. Tu deviens un travailleur autonome, donc tu fais de la business, donc tu as besoin de clients qui ont des services. Mais tous mes clients, en sortant d'ici, c'était les gens, c'était quoi? C'était récréologie ou loisir à l'UQTR. Je me rendais compte, OK, c'est pour ça que ma carrière allait aussi rapidement. J'ai pris une bière avec tous ces gens-là. Puis je pense qu'on sous-estime la puissance d'un réseau de contacts, puis ça se reproduit plus dans une vie vraiment d'être entouré autant de gens, de plein de professionnels dans plein de milieux. Fait que moi... C'est la force un peu de cette université-ci d'avoir cette capacité de rapprochement parce que le réseau... Il est plus facile de le percevoir, de le faire les contacts, parce qu'à quelque part, tu es en psychologie, mais tu côtoies aussi les gens des autres. Tous les programmes, si tu choisis, exact. Prendre le temps, là, parce que surtout en psycho, on est comme un peu plus isolé. Oui, à l'autre pavillon en bas de la cour. Mais les amis, les rencontres, le réseau, puis une sensibilité pour la santé mentale, une compréhension, c'est ce que je vais me rappeler le plus. Super. Ouais. Hey, merci beaucoup. Merci à toi aussi. Je suis vraiment content de t'avoir rencontré. Yeah.
Merci à notre duo d'invités Guillaume Vermette et Philippe Bourque pour cet épisode encore une fois inspirant du balado Au-delà du diplôme. Merci également à la Galerie d'art R3 de l'UQTR de nous avoir accueillis pour le tournage. Et pour en savoir plus sur les expositions à venir, consultez leur site web au www.uqtr.ca/galerie.r3. Pour proposer des sujets ou des invités pour nos prochains épisodes, écrivez-nous à l'adresse diplôme@uqtr.ca. Et pour toute information sur l'Université du Québec à Trois-Rivières, je vous invite à consulter notre site web au www.uqtr.ca. À très bientôt pour un prochain épisode d'Au-delà du diplôme.